Fenrir. Une romance de gargouille protectrice. Un récit de la série Cœur de glace. Écrit par Demelza Carlton. 1. Ce soir était le soir où Fenrir allait faire ses premiers pas sur le chemin pour devenir plus qu'un Sroll, se disait-il en entrant dans la grande salle du Jarl. Il se souvenait du temps où c'était la seule grande salle, mais maintenant il y en avait plusieurs, encerclant les murs extérieurs du fort. « Je vous ai apporté plus de bois pour le feu, mademoiselle Astrid, » dit-il gaiement, en ajoutant à la pile déjà empilée contre le mur. Il s'était lassé de monter la garde, alors il avait pris une hache et s'était mis au travail. Personne ne pouvait approcher de la porte sans qu'il le voie, et il avait pu faire quelque chose d'utile aussi. Astrid leva les yeux. « Merci Fenrir. » Elle reprit le brossage de ses cheveux. « Tu sais, tu pourrais aller rejoindre le festin si tu veux. Tu n'as pas besoin de me tenir compagnie, et je peux garder le feu allumé ici, jusqu'à ce que Père ait fini avec ses invités. Même si je le voulais, je ne pourrais pas, mademoiselle Astrid. J'ai promis à votre père que je vous protégerais, et je tiens toujours parole. » Il se redressa fièrement. Il savait que ses épaules n'étaient pas aussi larges que celles de certains des meilleurs guerriers du Jarl Eric, ou même d'Eric lui-même, mais il savait que ce n'était qu'une question de temps. Le village d'Eric était prospère, ou même un fils de Sroll comme Fenrir ne souffrait pas de la faim. « Sûrement que tu peux me protéger aussi bien à l'intérieur de la grande salle, qu'à l'extérieur. Viens, assieds-toi près de moi et distrais-moi. Tous les musiciens et conteurs du village sont au festin, divertissant Niall et ses hommes, tandis que je n'ai que du poisson séché pour me tenir compagnie. » Elle tapota le petit tabouret, à côté d'elle. Ses cheveux brillaient à la lueur du feu, comme de l'or filé. Il n'avait jamais rien vu de plus beau. Mais il n'osait pas les toucher. Si un Sroll touchait la fille du Jarl, il serait mort au matin. Alors Fenrir prit le tabouret, et le plaça de l'autre côté du feu, face à elle. « Voulez-vous que je chante pour vous, mademoiselle Astrid ?» Elle rit si fort qu'elle faillit s'étouffer. « Par tous les dieux, non. Une mouette mourante chante plus doucement que toi. Ou que moi, donc au moins nous avons ça en commun. Non. Raconte-moi ce qui s'est passé en dehors de ces 4 murs dont Père a insisté pour que je ne sorte pas pendant que nos invités sont ici. Est-il vrai que les hommes de Niall sont des géants ?» Fenrir secoua la tête. « Ils ne sont pas plus grands que nos hommes. En fait, je pense que Bjorn fait facilement 2 fois la taille de certains d'entre eux. Pas étonnant que votre père ait accepté de les laisser entrer dans le fort. Bjorn à lui seul pourrait tous les conquérir. » Elle soupira en posant sa brosse, et commença à tresser ses cheveux. « Pourtant, Père pense qu'il est trop dangereux pour moi de m'aventurer dehors, où il pourrait me voir. » Fenrir sourit. « Bien sûr. Vous êtes son plus grand trésor. Si même un seul des hommes de Niall vous apercevait, il perdrait la tête par amour pour vous, et tous les hommes deviendraient fous pour vous posséder. Mieux vaut être en sécurité ici que fourré dans un sac, et voler. » Je sais mais... Elle se mordit la lèvre. « Ne dis pas à mon père que j'ai dit ça, mais plus il me garde enfermé ici, plus je commence à me demander si ce ne serait pas mieux de prendre le risque. De demander l'aventure. D'être volé par le bonhomme, un guerrier qui me protégerait si bien que je n'aurais pas besoin de me cacher comme je dois le faire ici. » Astrid secoua la tête. « Ou peut-être que je deviens simplement folle, coincée ici. Oublie ce que j'ai dit. Une promenade sur la plage me guérirait de ces idées folles, mais je ne sais pas combien de temps je devrais attendre avant que Père ne me l'autorise. Je n'ai pas reçu de tels ordres. Il m'a seulement dit de vous protéger. Si je vous emmenais à la plage, sûrement qu'il ne s'en formaliserait pas. Tout le monde est dans la grande salle au festin, et y restera encore pendant des heures. Nous pourrions être de retour avant que quiconque ne sache que nous sommes partis. » Les yeux d'Astrid s'illuminèrent. « Tu ferais ça ?» Fenrir ne pouvait rien lui refuser. « Bien sûr, mademoiselle Astrid. » C'est pourquoi la promenade sur la plage, à admirer le clair de lune reflété dans les eaux calmes de la baie, se transforma en une courte excursion en bateau vers le petit îlot rocheux pour qu'elle puisse chercher des œufs d'oiseaux marins, bien que Fenrir sût qu'il n'y en aurait pas, car il les avait tous collectés lui-même la semaine précédant le festin. Finalement, il marcha avec elle de long en large sur la minuscule plage au pied des falaises de l'îlot, regardant la demi-lune se coucher sur les vagues. « C'est si beau, souffla Astrid.
C'est difficile de voir où finit le ciel, et où commence la mer. Comme si la seule terre qui restait était ce petit rocher, avec nous dessus, entouré d'une mer d'étoiles. La folie le toucha alors, des derniers rayons de la lune descendante. Car sûrement, s'il avait eu toute sa tête, cela ne serait jamais arrivé. La partie la plus belle de cette scène, c'est vous, dit Fenrir avant de l'embrasser. Et par un miracle qu'il ne méritait pas, Astrid lui rendit son baiser. Un moment parfait, s'étirant à l'infini dans les étoiles. Jusqu'à ce que la bouche d'Astrid s'arrache à la sienne, même si elle s'accrochait toujours à lui. Qu'est-ce que c'est? Chuchota-t-elle. Fenrir baissa la tête. Son baiser l'avait tellement excité, qu'il n'avait pas pu s'en empêcher. Il était au garde-à-vous pour elle, prêt à la prendre si elle ne disait qu'un mot. Pardonnez-moi, mademoiselle Astrid, mais votre beauté et vos baisers m'ont rendu fou. De quoi parles-tu? Elle le fixa du regard. Je parle de ça. Elle pointa du doigt vers la baie, où Fenrir pouvait à peine discerner des bateaux, glissant silencieusement avec les vagues. Des dizaines d'entre eux. Ce doit être quelques pêcheurs qui rentrent tard avec leur prise, dit Fenrir. Astrid secoua la tête. Non, tous nos bateaux sont tirés sur le rivage. Père a insisté là-dessus, avant l'arrivée de Niall. Ce ne peuvent pas être nos hommes. Nous devons les prévenir. Elle inspira profondément, comme si elle allait crier à travers l'eau. Fenrir la saisit, plaquant une main sur sa bouche pour la faire taire. Nous ne pouvons pas, siffla-t-il. Le fort est trop loin. Ils ne nous entendront pas. Mais les envahisseurs, si, et ils sont une centaine contre nous deux. Ils nous tueront tous les deux, et cela ne les ralentira pas du tout. Nous devons rester ici silencieux, et nous cacher jusqu'à ce que ce soit sûr. Elle mordit violemment sa main, et se dégagea de son étreinte. Tu as promis de me protéger. Et maintenant tu deviens lâche, quand tu pourrais vraiment avoir à te battre contre quelqu'un. Pourtant elle le dit dans un chuchotement sifflant. Elle n'aimait peut-être pas ça, mais elle savait qu'elle ne voulait pas que les envahisseurs l'entendent. Je vous protège, Miss Astrid. Je ne peux pas combattre 100 hommes, et gagner. Peut-être que 10 ou 20 ou 50 tomberont sous ma hache, mais il suffirait qu'un seul reste en vie pour vous prendre, et il le fera. Car un homme serait vraiment fou de vous regarder une seule fois, et de ne pas tomber sous votre charme. Même mon père ne pourrait pas combattre 50 hommes à lui seul, grommela-t-elle. Pour vous, il le ferait. Tout comme moi, et tout homme qui le sert. Ne sous-estimez pas l'amour et la loyauté que vous inspirez, Miss Astrid. Si seulement l'amour et la loyauté pouvaient m'apporter un lit. Je suppose que nous devrons passer la nuit ici, sur cette plage? Demanda-t-elle. Je vais vous préparer un lit dans le bateau, où vous pourrez dormir en sécurité jusqu'au matin, promit Fenrir. Quand elle fut bien installée sous une couverture de toile à voile, elle tapota l'espace à côté d'elle. Toi aussi tu as besoin de dormir, Fenrir. La folie s'était vraiment emparée de lui alors, pour qu'il partage un lit avec la fille du Jarl. Car lorsque l'aube illuminerait le ciel le lendemain matin, elle annoncerait la mort de Fenrir. 2. Traître. Tu as enlevé ma fille pendant la bataille. Que t'ont promis les hommes de Niall? Exigea le Jarl Eric. Fenrir aurait aimé avoir le courage de dire au père d'Astrid d'aller le demander à Niall, mais l'amoncellement de cadavres sur la plage racontait sa propre histoire macabre. Niall et ses hommes étaient morts, leur attaque surprise contre Eric ayant échoué. Au moins, Astrid était en sécurité maintenant. Je la protégeais, comme vous me l'aviez ordonné, dit Fenrir. Il ne vit pas venir le coup, mais celui-ci l'envoya valdinguer sur le sable, pour atterrir au pied de quelqu'un. Fenrir osa lever la tête. Astrid? Elle témoignerait sûrement en sa faveur. Mais non, les pieds étaient plus petits que les siens. Ceux-ci appartenaient à la sorcière, la vieille femme sage qu'Eric consultait pour les affaires importantes. Avant que les hommes d'Eric ne puissent le remettre sur pied, ou lui asséner un autre coup, Fenrir se hissa sur ses genoux, saisissant la main de la sorcière. Quelque chose de dur lui mordit les doigts, une bague avec une grosse pierre rouge. Sans réfléchir, Fenrir y pressa ses lèvres. Je vous en prie, maîtresse Kuhn, vous devez me croire. Je ne faisais que protéger Astrid. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était protéger Astrid. Je jure ma vie pour la protéger, si je dois être puni. Je vous en supplie.
Je demande seulement que vous m'épargniez la vie. La sorcière essaya de se dégager, mais le désespoir lui donnait de la force. Elle parvint à libérer sa main, mais la bague resta entre ses doigts. Sauvez ma vie, faites de moi son protecteur, et je la protégerai aussi longtemps que je vivrai, dit Fenrir. La sorcière serra les dents, mais elle hocha la tête une fois, sèchement, comme si elle ne le voulait pas. Très bien. Rends-moi ma bague, mon garçon, et j'exaucerai ton souhait. Fenrir la lui tendit dans sa paume ouverte. Merci maîtresse Kun. Elle lui arracha la bague et la remit à son doigt, serrant sa main autour. Maintenant je vais faire de toi son protecteur. Elle se mordit la lèvre fort, si bien qu'un filet de sang en coula, ses yeux sombres le fixant. La douleur le poignarda non pas une fois, mais 1000 fois, comme si elle avait transformé ses os en feu liquide. Tout ce que Fenrir put faire fut de hurler, jusqu'à ce que la bienheureuse obscurité l'emporte, et il ne sut plus rien. 3. Une autre bataille, une autre victoire. Fenrir avait été le premier prisonnier que son père avait fait, mais il était loin d'être le dernier. Astrid n'osait cependant pas lui désobéir. Sous les regards perçants de son père et de maîtresse Kun, elle exécutait le rituel de sacrifice fondateur qu'elle avait d'abord pratiqué sur le corps torturé de Fenrir. Elle avait perdu le compte du nombre de cœurs qu'elle avait arrachés, mais leur nom résonnait encore dans sa tête. Aujourd'hui, alors qu'elle déposait des morceaux de pergélisol glacés sur chacune de leurs poitrines, elle ajoutait 3 nouveaux noms à sa liste, Thor, Loki et Odin. De fiers guerriers qui ressusciteraient pour défendre le fort qu'ils avaient osé attaquer. Les guerriers de son père portaient les hommes tombés vers leur tombe, où ils reposeraient jusqu'à ce qu'on les appelle aux armes. Astrid gardait les yeux fixés sur l'enterrement, n'osant pas laver le sang et les viscères de ses mains, avant que le rituel ne soit terminé. Elle pouvait sentir le regard de Fenrir sur son dos, alors qu'il se tenait à l'écart des autres. Comme il l'avait fait depuis le jour où maîtresse Kun l'avait transformé en homme-loup, avant qu'elle n'ordonne à Astrid de lui arracher le cœur pour le lier à elle comme son protecteur. Sans ce lien, il lui aurait probablement déchiré la gorge il y a des années, et elle l'aurait sans doute mérité. Elle avait essayé de dire la vérité à son père sur cette nuit-là, que Fenrir l'avait protégée, mais son père n'en avait pas cru un mot. Maintenant elle soupçonnait qu'il l'avait cru, mais qu'il avait été tellement enragé que Fenrir ait osé l'embrasser, que ses paroles n'avaient fait qu'aggraver les choses. Quelle que soit la raison de son père, il avait pris sa décision et ne libérerait pas Fenrir tant qu'il vivrait. Fenrir pouvait maintenant se promener librement parmi les autres guerriers, mais c'était uniquement parce que sa tombe, creusée dans la roche sur le petit îlot où ils avaient passé cette nuit bénie et maudite, était plus proche de chez eux que ce col solitaire que ces nouveaux guerriers devaient garder. Enfin, l'enterrement était terminé, et Astrid descendit péniblement du plateau balayé par le vent, suivant son père. Des guerriers devant et derrière elle, et le regard de Fenrir qui lui transperçait le dos. Il ne pouvait pas atteindre l'îlot assez vite, ou elle devrait lui ordonner de retourner à son sommeil, avant que les guerriers de son père ne replacent la pierre de couverture sur sa prison. 4. Astrid savait que c'était la punition de son père pour avoir osé favoriser un homme sans sa permission, alors qu'elle grimpait péniblement la plage, vers la prison de pierre de Fenrir. Elle n'avait embrassé aucun autre homme depuis cette nuit avec Fenrir, et elle regrettait presque de l'avoir embrassé. Peut-être que si elle s'était retenue, il serait encore un homme, au lieu d'un monstre, et père ne l'aurait pas forcé à sacrifier des guerriers pour devenir son armée de pierre invincible. Elle avait autrefois rêvé d'être une vierge guerrière, mais si elle n'avait plus jamais à arracher un autre cœur. Fenrir s'arrêta au bord de la fosse. Il allait la faire dire, n'est-ce pas? Au lieu d'y aller de bon gré, il allait attendre qu'elle lui ordonne, comme l'esclave ensorcelé qu'il était. Il regrettait définitivement ce baiser, il y a toutes ces années. Elle n'avait qu'à voir le meurtre dans ses yeux, pour savoir que si la malédiction se brisait un jour, elle serait sa première cible. Elle pouvait presque sentir ses griffes mortelles se refermer autour de sa gorge, serrant jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer, si fort qu'elle ne pouvait pas les écarter. Non, attends, ses griffes étaient réelles, des pointes acérées brûlant alors qu'elle faisait couler le sang, juste une goutte pour lui dire qu'il était sérieux. Comment? Reculez ou je lui arrache la gorge, gronda Fenrir resserrant sa prise. Si elle ne pouvait pas respirer, elle ne pouvait pas parler, et elle ne pouvait certainement pas lui ordonner d'entrer dans sa prison.
Lâche la fille. La vision d'Astrid devenait grise, alors elle ne pouvait pas être sûre lequel des guerriers de Père avait parlé. Elle tendit la main et tira sa dague. Elle ne pouvait pas tuer Fenrir, mais elle pouvait certainement lui faire mal. Suffisamment elle l'espérait, pour qu'il la lâche. Je ne retournerai dans ce trou que si elle vient avec moi, grogna Fenrir. Enterrée vivante? Elle mourrait. Même s'il ne la déchiquetait pas d'abord. Traître! Tu as juré de la protéger. C'était Père. C'était avant qu'elle m'arrache le cœur. Maintenant, elle est mon prix. Je retournerai dans ma prison, mais seulement si elle vient avec moi. Astrid avait maintenant sa dague sortie. Elle l'inclina pour qu'elle le frappe bas dans le ventre. Elle n'était peut-être pas une guerrière, mais elle savait comment vider un poisson. Elle poussa son poing en arrière, jusqu'à ce que la lame ne puisse pas aller plus loin, s'attendant à ce que le sang coule sur sa main, mais il n'y avait rien. À la place, la lame cliqueta sur la pierre. « Arrête de me combattre » siffla-t-il à son oreille. Comme si elle allait lui obéir. « Ton père a l'intention de te donner à ORM quand tu rentreras » chuchota Fenrir. Astrid s'immobilisa. ORM était le demi-frère bâtard de Niall, l'homme qui avait trahi Niall auprès de Père la nuit de l'attaque. Donc Père avait été prévenu, et victorieux. ORM s'était battu parmi les guerriers de Père depuis, ramenant des femmes à chaque raid. Des femmes qui ne vivaient pas longtemps après leur arrivée. Fenrir desserra son emprise autour de sa gorge, comme s'il sentait sa soudaine coopération. Astrid déglutit. « J'irai avec lui. » Non, dit Père. Ma fille est mortelle. Si elle va avec toi, elle mourra. La sorcière apparut, comme par magie. J'enchanterai la fille pour qu'elle survive. Fenrir ne lâcha pas Astrid tandis que maîtresse Kuhn s'avançait, marmonnant quelque chose en appliquant d'abord son propre sang, puis celui d'Astrid sur le collier qu'Astrid avait hérité de sa mère. Ne le perds pas, fillette, dit la sorcière avant de reculer. Voilà. Le sort est complet. Quand l'homme loup se réveillera à nouveau, elle aussi. Astrid n'eut qu'un moment pour soupirer de soulagement, avant que les bras de Fenrir ne lancèrent étroitement. Puis il sauta dans la fosse. Les guerriers de Père se précipitèrent en avant, jetant des seaux de glace et d'eau sur eux et tout devint noir. 5. Aide-moi, s'il te plaît, je n'arrive pas à le trouver. Sa voix paniquée et désespérée. Fenrir ne put s'empêcher de se réveiller, et de vouloir l'aider. Qu'as-tu perdu? Mon collier. Mon collier en forme de loup, celui qui appartenait à ma mère. Fenrir pouvait voir la sculpture en ivoire dans son esprit, car il l'avait vue sur la poitrine d'Astrid chaque jour de sa vie. Il examina le trou rempli d'eau, où ils avaient dormi. Toute la glace avait fondu, l'été devait être particulièrement chaud cette année. Pas que cela lui importait, qu'il fasse chaud ou froid, il était de pierre vivante et il endurerait. Il plongea. Finalement, il le trouva, à moitié enfoui dans le sable au fond du trou, avec seulement quelques lambeaux de ce qui était autrefois le cordon tressé qui le maintenait autour du cou d'Astrid. Il l'avait probablement endommagé avec ses griffes, lorsqu'il l'avait menacé. Je l'ai trouvé, mais le collier est cassé. Je t'en ferai un nouveau. Un qui ne se cassera pas si facilement, promit Fenrir. Il bondit hors du trou, et se retourna pour lui offrir la sculpture. Astrid poussa un cri et tenta de se couvrir, mais pas avant qu'il n'ait eu le temps d'en voir suffisamment. Oh, les dieux lui souriaient aujourd'hui. À contre-cœur, il lui tourna le dos. Je garde habituellement une tunique et une cape de rechange dans le bateau. Elles seront probablement trop grandes pour toi, mais au moins ce sera quelque chose. Il avait de la fourrure pour le tenir au chaud, après tout. Il y a un bateau? Ah, elle n'avait pas sa vision nocturne. Fenrir trouva facilement le bateau, mais la cape s'était durcie, comme si quelqu'un l'avait laissée au soleil. Quand il la toucha, elle se brisa en morceaux sous sa main. Heureusement, elle avait protégé la tunique, qui s'en était mieux sortie. Il la tendit à Astrid. Mets-la pendant que je pousse le bateau. Une fois que nous serons à terre, je te trouverai des vêtements appropriés, dignes de la fille d'un jarl. Il entendit le bruissement de ses vêtements tandis qu'elle s'habillait, et il se dépêcha de mettre le bateau à l'eau. Et si ORM est toujours là, et que Père veut toujours que je l'épouse? Demanda Astrid. Fenrir sourit.
Alors ils devront tous les deux me passer sur le corps, avant de pouvoir te toucher. Si tu ne choisis pas d'épouser cet homme, je te promets qu'ils ne pourront pas t'y forcer. Elle monta dans le bateau. Alors ramène-moi à la maison s'il te plaît, Fenrir. Je ne t'ai jamais remercié de m'avoir sauvé de ce serpent de mer visqueux? Suggéra Fenrir. Je pensais à des choses plus dégoûtantes, mais un serpent de mer fera l'affaire. Est-ce que, quand je t'appelle à l'aide, c'est ce que tu fais? Tu te réveilles, tu pousses le bateau et tu rames jusqu'au rivage? Fenrir sourit. Parfois. Quand l'appel est terriblement urgent, comme la dernière fois, je ne me préoccupe pas du bateau. Je nage. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais l'eau est glacée. Il détourna le regard. La malédiction m'empêche de ressentir le froid. Il savait qu'elle se sentait coupable de l'avoir jeté, bien qu'elle n'ait pas eu le choix, mais il devait admettre que cela avait ses avantages. Il n'avait pas besoin de nourriture, d'eau, de sommeil ou d'air, et sa peau de pierre vivante était imperméable aux lames et aux flèches. Sa forme de loup était supérieure à sa forme humaine, il avait donc tendance à rester velu la plupart du temps. Les griffes étaient bien pratiques. J'aimerais que le sort que maîtresse Kuhn m'a jeté me protège du froid. Et tu devrais prendre mieux soin de ton bateau. Il laisse entrer trop d'eau. Il n'était pas à plus de 100 mètres de l'îlot, et Astrid avait raison. Il prenait l'eau si vite, qu'il n'allait pas atteindre le continent sans nager. Peux-tu essayer d'écoper, avec quelque chose? Tout ce qu'elle avait, c'était ses mains, mais il devait lui reconnaître qu'elle faisait de son mieux, bien que ce ne soit pas suffisant. Il pagayait aussi vite qu'il le pouvait, mais les pagaies étaient presque aussi fragiles que sa cape. L'une se brisa en deux, et il sentait l'autre menacée de céder. Nous allons devoir nager, dit-il d'un air sombre en attrapant Astrid par la taille alors que le bateau glissait sous la surface. Ses dents claquaient déjà de froid, et il faisait plus chaud sous la surface que dans le vent polaire, bien que pas de beaucoup. Lorsqu'ils atteignirent la plage, ses mouvements étaient si lents qu'ils nageaient pour eux deux. Puis ses genoux touchèrent le sable, et il la prit dans ses bras pour la porter jusqu'au village. Ou là où le village aurait dû être. 6. Astrid se réveilla enveloppée dans les fourrures les plus chaudes. Elle ne se souvenait pas en avoir eu de nouvelles, mais celle-ci était définitivement ses préférées cet hiver. Ou quelle que soit la saison actuelle. Ce qui n'avait aucun sens. C'était l'été, glissant vers l'automne la dernière fois qu'elle s'en souvenait. Pas l'hiver. Certainement une bonne période pour chasser, et préparer de nouvelles fourrures. Seulement ces fourrures bougeaient, et Astrid s'éloigna précipitamment, mettant autant de distance que possible entre elle et Fenrir, l'homme-loup. Comment avait-elle pu dormir dans ses bras, après qu'il l'ait menacée? Ce n'est que maintenant qu'elle se souvenait du bateau qui coulait, et de la nage. Mais elle n'avait aucun souvenir d'avoir atteint le rivage. Il avait dû la porter. Bonsoir. Tu as dormi presque toute la journée, mais le soleil va bientôt se coucher. Tu devrais probablement jeter un coup d'œil dehors, avant que la lumière ne disparaisse, dit Fenrir. Dehors? Ils n'étaient pas dans un bâtiment. Ils étaient allongés sous un bateau. Un bateau semblable à celui qui avait coulé, bien que ce ne puisse être le même. Probablement construit par le même homme, se dit-elle, alors qu'elle rampait vers la lumière de l'après-midi. Elle reconnut la plage comme celle qu'elle parcourait chaque matin quand elle était petite, mais le seul bateau présent maintenant était celui sous lequel ils avaient dormi. Peut-être que les autres étaient partis pêcher, ou en raid. Il devrait toujours y avoir quelqu'un au village, cependant. Des femmes, des enfants, des thralls et quelques guerriers pour les défendre, bien que les solides murs fassent la majeure partie du travail. Des murs qui, où étaient-ils? Le fort avait toujours eu des murs, aussi loin qu'elle s'en souvienne. Seulement maintenant, les murs et tout ce qu'ils contenaient avaient disparu. Là où ils auraient dû être se trouvait un champ vide de mauvaises herbes, et personne. Astrid trébucha en avant. Cela ne pouvait pas être. Il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas, avec ses yeux. La sorcière avait peut-être rendu le fort invisible. Elle n'avait qu'à avancer, et elle toucherait la palissade, bien qu'elle ne puisse pas la voir, et l'illusion se briserait. Car l'îlot dans la baie était exactement où il avait toujours été, et la plage et les falaises. Tout sauf le village, sa famille, et tous ceux et tout ce qu'elle connaissait. 7. Lorsque le soleil s'était couché,
et qu'il était enfin sûr pour Fenrir de sortir de l'abri du bateau sans que son corps ne se transforme en pierre dure et immobile, il trouva Astrid à genoux, pleurant, à l'endroit où aurait dû se trouver la grande maison d'Éric. « Où sont-ils » implora-t-elle, comme si elle pensait qu'il avait le pouvoir de faire apparaître un fort entier. Ou de le faire disparaître, comme celui-ci l'avait fait. Le bateau, ses affaires, les fragiles rames, l'état de sa cape. Fenrir n'avait qu'une seule réponse, et elle ne l'aimerait pas. Pas plus que lui ne l'aimait, bien que ce dût être la vérité. Je pense que nous avons dormi pendant de nombreuses années. Suffisamment longtemps pour que le fort ait disparu, dit Fenrir. Peut-être qu'une violente tempête l'a détruit, ou que ton père a trouvé un meilleur endroit pour construire un fort plus solide, ou... Astrid était la fille d'un jarl. Elle ne reculait pas devant la vérité. Ou la prochaine attaque a réussi. Mais s'ils ont été attaqués, pourquoi n'ont-ils pas appelé à l'aide? Ou ne m'ont-ils pas réveillé? J'aurais pu te convoquer, toi et les autres, toute une armée de guerriers pour défendre le fort. Peut-être. Nous ne le saurons pas à moins de trouver quelqu'un à qui nous pourrons poser la question, dit Fenrir. Seulement il n'y avait personne ici, personne à des kilomètres à la ronde. Pas même l'odeur de quelqu'un, aussi lointaine soit-elle. Nous devons trouver quelqu'un, et te procurer des vêtements. Nous devons monter au col, pour voir si les autres protecteurs sont toujours là où nous les avons enterrés, et les réveiller, insista Astrid. Nous n'irons nulle part tant que tu n'auras pas de vêtements et des bottes, dit Fenrir. Nous nous dirigerons vers la rivière, jusqu'à ce que nous trouvions une chaumière. Ensuite, quand tu seras habillé convenablement pour une randonnée jusqu'au col, nous irons chercher tes guerriers, si tu le souhaites. Bien que je te promette que je vaux largement une douzaine de guerriers. Peut-être même une centaine, avec toute la protection que j'ai grâce à la malédiction. Elle déglutit. Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû parler à mon père de notre baiser. Ni de notre sortie sur l'île. J'ai essayé de lui dire que tu me protégeais, mais il ne m'a pas cru. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que nous soyons en vie, et que je trouve un moyen de te garder ainsi. Nous avons peut-être dormi pendant des années, et le village a peut-être déménagé, mais une chose n'a pas changé. Tant que je vivrai, j'existerai pour te protéger et je le ferai. Merci Fenrir. Elle se leva, époussetant ses genoux. Montre-moi le chemin vers tous les signes de civilisation que tu pourras trouver. 8. Ils marchèrent la moitié de la nuit avant que Fenrir ne capte la faible odeur de personne, et plus longtemps encore, jusqu'à ce qu'ils trouvent le chalet qui en était la source. Pas de lumière, pas de fumée, pas de feu, et les plus remarquables feuilles de verre installées dans les murs, de sorte qu'on puisse voir à l'extérieur, ou à l'intérieur, comme c'était le cas pour Fenrir et Astrid. Il semblait dommage d'en briser une mais... Bien fait pour eux d'avoir laissé leur chalet sans surveillance alors qu'il y a des pillards dans les parages, dit Fenrir en frappant à travers ce qui s'avéra être 2 feuilles de verre fin et transparent. Il aida Astrid à grimper par la fenêtre, avant de refermer les volets derrière lui. L'instinct le poussait à allumer un feu ou au moins une bougie, mais la lumière de l'aube filtrait à travers les interstices des volets, suffisamment vive pour y voir. Ils avaient atteint l'abri juste à temps. Astrid trébucha jusqu'au lit, et se glissa sous les couvertures. C'était tout aussi doux et chaud que le lit dans lequel elle dormait, à l'intérieur de la maison longue de son père. Fenrir poussa un soupir de soulagement. Au moins, il n'avait pas failli à ses devoirs de protecteur aujourd'hui. Pendant qu'elle dormait, car lui n'avait pas besoin de le faire, il rôda dans le chalet, faisant l'inventaire de tout ce qu'il pourrait utiliser pour un voyage vers le col, où les autres hommes maudits étaient enterrés. Il y avait d'innombrables fenêtres en verre, et d'autres feuilles de verre, dont il ne pouvait discerner l'utilité. Plusieurs étaient fixées au mur, mais tout ce qu'il pouvait voir à travers elles était l'obscurité. Très étrange. D'autres feuilles étaient doublées de ce qui semblait être de l'argent, et il pouvait y voir clairement son reflet. Par les dieux, pas étonnant qu'il terrifiait les gens. Enfin tout le monde sauf Astrid, qui ne craignait rien. Il était le plus grand loup qu'il ait jamais vu, avec des mâchoires assez larges pour mordre la cuisse d'un homme en deux. Sa fourrure était givrée de sel marin. Il trouva une brosse et commença à y remédier, avant de la mettre de côté pour qu'Astrid puisse l'utiliser sur ses propres cheveux à son réveil. Il trouva d'étranges bouteilles transparentes remplies d'eau,
bien qu'il dût en mordre les bouchons avant de pouvoir y goûter, et confirmer qu'elles étaient assez fraîches pour être bues. Il les laissa aussi pour Astrid. Derrière une paire de portes en verre argenté, il trouva une petite pièce remplie de vêtements, tous suspendus en rangées bien ordonnées comme du poisson séché. Il y avait plein de tuniques, de robes et de chemises parmi lesquelles Astrid pourrait choisir, bien qu'il n'y ait pas de cape en vue. Il y avait cependant assez de couvertures pour qu'il puisse en confectionner des capes pour eux deux, alors il ne s'inquiéta pas. Surtout quand il trouva non pas une paire, mais une douzaine de paires de bottes, ainsi que des chaussons plus délicats. La cuisine le laissa perplexe. C'est là qu'il avait trouvé l'eau, et quelques boîtes avec des images de nourriture sur le devant, mais elle était principalement remplie d'objets étranges et brillants. Il y avait plus de verre ici que dans le reste de la maison réunie, y compris l'un des écrans de verre noir. C'est dans un coffre vertical argenté qu'il trouva de la nourriture qu'il reconnaissait, bien que la porte semblait vouloir se refermer d'elle-même à chaque fois qu'il l'ouvrait. Ce coffre avait sa propre lumière à l'intérieur, illuminant un pot en verre de poisson conservé, et plusieurs sortes de légumes aussi. Suffisamment pour nourrir Astrid pendant plusieurs jours. Plus encore, si elle pouvait manger certaines des choses dans les boîtes avec les images. Mieux encore, il trouva une boîte de collier et choisit une chaîne en or pour enfiler le charme de loup en ivoire d'Astrid. Alors qu'une corde tressée pourrait s'effilocher et périr, l'or perdurait sans se ternir. Il le glissa dans la poche de la veste qu'il s'était appropriée. Il le lui donnerait plus tard, à son réveil. Il s'installa sur l'un des énormes fauteuils rembourrés, et pour la première fois depuis cette nuit fatidique, il fit la seule chose qu'il avait juré vouloir faire, garder et protéger Astrid. Mais en la regardant dormir, il voulait plus. Un autre baiser, la sensation de son corps pressé contre le sien, leurs membres entrelacés tandis qu'elle gémissait son nom de plus en plus fort jusqu'à ce que Fenrir ferma les yeux. Il n'osait pas la rejoindre dans le lit, bien que chaque fibre de son être le suppliait de le faire. Il avait juré d'être son protecteur, et c'est ce qu'il ferait, la protéger. Même de ses propres désirs obscurs. 9. Fenrir devait admettre qu'Astrid était bien plus élégante dans ses vêtements volés, que dans sa tunique en cuir. Elle avait choisi une robe en laine rouge qui épousait ses courbes aux bons endroits, se terminant par une jupe si courte qu'il l'aurait appelée une tunique, si ce n'était pas clairement une robe de femme. En dessous, elle portait des leggings finement tissés, dont la majeure partie était couverte par des bottes en cuir qui lui montaient jusqu'aux genoux. Par-dessus tout, elle avait drapé une couverture bleu nuit parsemée d'étoiles, attachée par une épingle de manteau dangereusement acérée qui pourrait servir d'arme en cas d'attaque. La regarder se brosser et se tresser les cheveux, provoquait des réactions alarmantes dans ses parties intimes. Des réactions qui l'obligeaient à draper sa cape de fortune sur ses genoux, pour en cacher l'épreuve. N'importe quel homme aurait de la chance de la voir, et il était chanceux d'être son protecteur. Chaque fois que ses pensées s'égaraient dans le domaine des rêves, où elle pourrait faire de lui plus qu'un simple protecteur, il devait se rappeler à quel point il était chanceux que les choses soient ainsi. Ils remplirent un sac de nourriture et d'eau, qu'il insista pour porter même s'il n'en consommerait rien, et partirent le long du chemin de chariot qui s'éloignait de la chaumière. Il n'avait vu ni cheval ni chariot à la chaumière, mais les ornières confirmaient l'existence d'un chariot, même s'il n'y avait aucune trace de sabots. Peut-être que la pluie les avait effacés, ne laissant que les ornières. Ils suivirent les traces de chariot jusqu'à ce qu'elles aboutissent à quelque chose de plus étrange que tout ce qu'ils avaient vu jusqu'alors, une route en pierre. « As-tu déjà vu une telle chose ?» demanda Fenrir. Astrid secoua la tête, mais elle semblait pensive. Il y a des histoires sur des envahisseurs du Sud, qui ont construit des routes en pierre comme celle-ci il y a longtemps. Mais je n'ai jamais entendu dire que des envahisseurs étaient venus si loin au nord, ou qu'ils envahissaient encore. Les histoires que j'ai entendues disent que certains de nos propres gens ont suivi les envahisseurs chez eux, et les ont conquis, prenant leurs terres pour eux-mêmes. Peut-être sont-ils revenus, et ont-ils ramené les routes en pierre avec eux. Elle ne savait pas combien de travail était nécessaire pour faire un sol en pierre, sans parler d'une route entière, ou d'une route aussi lisse que celle-ci. Le nombre d'hommes et de matériaux, et le temps qu'il faudrait pour construire une telle route, une qui s'étendait aussi loin qu'il pouvait voir dans toutes les directions. C'était une merveille, comme il n'en avait jamais vu auparavant. Combien de temps avait-il dû dormir, pour qu'une telle chose soit réalisée? 1 siècle moins. Peut-être plus.
Regarde, Fenrir, il y a des lumières. Il suivit son doigt pointé. Il y avait en effet des lumières qui grandissaient à chaque instant, jusqu'à ce qu'elles soient si grandes et aveuglantes qu'il pouvait à peine voir l'ombre massive derrière elles. Un monstre aussi grand qu'une maison longue, se déplaçant si vite qu'il pouvait à peine y croire. Et Astrid se tenait directement sur son chemin. Fenrir cria un avertissement, la suppliant de quitter la route, mais peut-être ne l'entendit-elle pas par-dessus le rugissement de la bête qui chargeait. Fenrir ne réfléchit pas, il se précipita sur la route, sa seule pensée étant de pousser Astrid hors du chemin de la bête. Mais il était trop lent. Le monstre les percuta, les projetant tous deux dans les airs, jusqu'à ce qu'ils s'écrasent au sol et que tout devienne noir. 10. Fenrir avait participé à de nombreuses batailles depuis le jour où il avait été maudit et transformé en sa forme actuelle, mais c'était la première fois qu'il souffrait réellement après l'une d'elles. Quelle que soit la nature de ce monstre, il était plus que son égal. Heureusement, lorsqu'il ouvrit les yeux, la créature avait disparu. Il commença à pousser un soupir de soulagement, mais réalisa soudain qu'Astrid n'était visible nulle part non plus. Le monstre l'avait-il enlevé ? Une fureur monta dans sa poitrine. Si c'était le cas, il le traquerait jusqu'aux confins de la terre et le forcerait à la lui rendre. S'il devait tuer la bête au passage, qu'il en soit ainsi. Il suivrait la route jusqu'à trouver son repère et... Le clair de lune scintillait sur une cape bleu nuit, gisant en un tas froissé sur le bord de la route. Fenrir vola à ses côtés, la retournant pour voir son visage. Lourde et inerte, comme si elle dormait, avec un filet de sang coulant au coin de sa bouche. Astrid ? Ce ne fut d'abord qu'un murmure, alors il répéta son nom, de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'il secoue violemment ses épaules, faisant basculer sa tête d'un côté à l'autre, mais elle ne se réveillait toujours pas. C'est alors seulement qu'il pensa à chercher son pouls. Mais il ne trouva que le silence. Ni battement ni souffle. Le monstre avait tué Astrid, tandis que lui, son protecteur, avait failli à la protéger. 11. Elle était si petite et légère dans ses bras, alors que ses pattes martelant le sol dévoraient les kilomètres jusqu'à la mer. Il n'avait pas réussi à la protéger de son vivant, mais il veillerait à ce qu'elle reçoive les funérailles dignes de la fille d'un jarl, dans ce qui était peut-être le dernier des bateaux d'Éric. Un bateau qui avait essayé en vain de la noyer, l'emmènerait au Valhalla pour rejoindre les autres guerriers de son père. Un endroit qu'il ne verrait jamais, et dont il ne serait jamais digne. Il déposa son corps brisé sur le sable, essuyant ce filet de sang révélateur avec le coin de sa cape. Puis il traîna le bateau jusqu'à elle. Elle méritait d'être mise au repos avec des armes et des fleurs, ainsi que tous ses biens terrestres, mais ceux-ci avaient tous disparu, tout comme le fort de son père. Alors il vida le sac qu'il avait pris dans la chaumière. 3 couteaux, quelques bouteilles d'eau et beaucoup de nourriture dont elle n'aurait plus jamais besoin. Même en la déposant dans le bateau et en disposant ses affaires autour d'elle, il savait que ce n'était pas suffisant. Des fleurs, il pourrait en trouver. C'était probablement la fin de l'été, à en juger par l'absence de glace sur le sol, mais il y aurait encore des fleurs, il en était sûr. Ses pas le menèrent au jardin du fort, où il avait cultivé et cueilli des légumes et des herbes avec les autres Thralls. Le fort avait peut-être disparu, mais certaines plantes demeuraient, y compris les mauvaises herbes tenaces qu'il avait arrachées chaque année, mais qui avaient repoussé pour le narguer. Il cueillit toutes les fleurs qu'il put trouver, jusqu'à ce que le sac soit plein. Ce n'est qu'alors qu'il osa s'approcher d'elle à nouveau. Elle gisait au fond du bateau comme si elle ne faisait que dormir, enveloppée dans la cape étoilée. Il tira sa tresse vers l'avant, la courbant sur son cœur où il plaça un bouquet de digital. Puis il commença à répandre le reste des fleurs, jusqu'à ce qu'elle semble allongée dans une prairie d'été sur un tapis de fleurs. Belle comme toujours. Presque comme si elle vivait et respirait encore, bien qu'il sût que ce n'était pas le cas. Enfin, il avait terminé. Il ne lui restait plus rien à lui offrir, qu'un enterrement convenable. En vérité, elle méritait d'aller dans sa tombe avec son corps à ses pieds, pour lui avoir fait défaut, mais aucune lame ne pouvait percer sa peau de pierre. Sa punition était de continuer à vivre sans elle. Oh, les dieux devaient sûrement se moquer de lui maintenant, pour avoir osé rêver qu'il pourrait un jour la mériter. Il traînerait le bateau dans la baie, nageant avec lui pour qu'il puisse atteindre les eaux profondes avant de couler,
emportant sa précieuse cargaison dans les profondeurs. Peut-être, s'il avait de la chance, la malédiction se briserait-elle quand Astrid partirait pour le Valhalla, le rendant à nouveau un simple mortel. Un homme qui pourrait se noyer dans les courants, au large de la baie. Il ne pouvait qu'espérer. Car pourquoi vivrait-il sans Astrid? Un homme avait plus de chances d'être submergé par les courants qu'un loup, alors il serait un homme. Pour la première fois depuis qu'il s'était réveillé à cette époque, Fenrir passa de loup à homme. S'il n'était qu'un homme, il était faible, et il prendrait une chose pour lui-même. Quelque chose qu'il n'avait pas osé espérer, pas une seule fois depuis qu'il avait été maudit. Mais si c'était ses derniers moments, avant d'être condamné à passer l'éternité à Helheim, il volerait une dernière chose. Il s'agenouilla à côté du bateau, se pencha par-dessus le plat-bord et pressa ses lèvres sur celles d'Astrid dans un dernier baiser maudit. 12. Tout lui faisait mal, comme si elle avait participé à un combat dont Astrid ne se souvenait pas. Un combat qu'elle n'avait certainement pas gagné, car le Valhalla ne pouvait sûrement pas faire aussi mal. Ni être aussi sombre. Helheim peut-être. Jusqu'à ce qu'elle sente les lèvres de Fenrir sur les siennes, car elle ne pouvait appartenir à personne d'autre. Ni Helheim ni Valhalla, elle vivait donc toujours à Midgard. Astrid ouvrit les yeux avec difficulté. C'était bien Fenrir sous forme humaine et non de loup. Comment? Mais alors que ses lèvres s'emparaient des siennes, elle cessa de se soucier de quoi que ce soit ou de se poser des questions, sauf sur le bien-être que lui procurait le fait d'être à nouveau dans les bras de Fenrir, et sur tout ce qu'elle voulait encore de lui. Son père et le village ayant disparu, il était tout ce qui lui restait. Était-ce mal d'en vouloir davantage? Son corps était dur et lourd sur le sien, mais pas plus qu'elle ne pouvait supporter. Ses mains étaient chaudes lorsqu'elles remontèrent son ventre pour caresser ses seins sous sa robe. Oui, murmura-t-elle alors qu'une main glissait vers le bas. Oui. Ses griffes déchirèrent ses jambières, si bien que l'air froid caressa le haut de ses cuisses et les parties qui se trouvaient entre elles. Avant que des doigts chauds ne la caressent là aussi. Oui, oui, gémit-elle en s'ouvrant complètement à lui. Sa chaleur la brûla lorsqu'il la pénétra, avant qu'il n'enflamme aussi son intérieur, de la meilleure des façons. Il plongeait en elle encore et encore, tandis qu'elle arquait son dos pour le rencontrer coup pour coup. Le plaisir vint dans une vague à laquelle elle n'était pas préparée, criant son nom alors que Fenrir lui donnait tout ce qu'elle aurait pu souhaiter. Lorsque son corps cessa de trembler, elle le regarda, les larmes de joie brouillant sa vision. Merci. C'était. Je n'aurais jamais imaginé, et pourtant, je pourrais faire ça toute la nuit. Elle sentit ses joues brûler en avouant une telle chose. Ses yeux étaient écarquillés, alors qu'il la regardait en retour, comme s'il ne pouvait pas croire non plus à son audace. Du moins c'est ce qu'elle pensait. Tu es vivante. Je pensais que tu étais morte. J'allais des funérailles en bonne et due forme avec un bateau, des fleurs et des armes. Il fit un geste le long de ses flancs. Ce n'est que maintenant qu'elle vit les fleurs et les objets qu'ils avaient pris dans la chaumière. Ainsi que 3 couteaux qu'il avait dû lui cacher, et qu'il avait également pris, car il ne les portait pas sur l'îlot. Comment as-tu pu penser que j'étais morte? J'étais juste inconsciente, dit Astrid en essayant de se relever. Elle n'avait aucune envie de rester allongée dans ce bateau funéraire, une seconde de plus. Ton cœur ne battait plus, et tu ne respirais pas. Ton cou était brisé. Je l'ai senti en te portant, dit Fenrir. Astrid porta la main à son cou, mais il lui semblait normal. Son cœur battait rapidement sous ses doigts et sa respiration. Eh bien, elle respirait encore fort après leurs ébats. Elle respirait, c'était certain. Peut-être le sort de maîtresse Kuhn, commença-t-elle. Elle a dit quand elle m'a ensorcelée, que je survivrais. Quoi qu'elle m'ait fait, ça m'empêche de mourir. Je suis comme toi. Fenrir secoua la tête. Non, tu n'es pas un loup, et tu n'as pas la peau de pierre. Tu as encore besoin de nourriture, d'eau et de sommeil, et même si ton cœur a cessé de battre, il bat à nouveau. Alors que moi, je n'ai pas de cœur, car tu l'as arraché et remplacé par de la pierre. Maintenant, elle ne pouvait plus retenir ses larmes. Je suis désolée, Fenrir. Mon père t'aurait tué, si je n'avais pas fait ce que la sorcière voulait. J'espérais. Il la fit taire. Je ne te reproche rien de tout cela. Je suis ton protecteur et c'est un honneur de l'être. Astrid secoua la tête.
Mon protecteur peut-être, mais tu es plus que ça maintenant. Ce que nous venons de faire, je le referai encore et encore chaque nuit, aussi longtemps que nous vivrons. Fenrir leva les yeux vers le ciel. Mais la nuit sera bientôt terminée, et si je ne trouve pas d'abri, le soleil me transformera en pierre, et je ne te serai alors d'aucune utilité. Ensemble, ils rassemblèrent les provisions, avant que Fenrir ne jette sa cape sur sa nudité, et ils coururent jusqu'à la chaumière. La fenêtre était toujours brisée et il n'y avait personne, alors quand Astrid s'effondra sur le lit, elle tira Fenrir à côté d'elle. Avant d'avoir repris son souffle, elle l'embrassa à nouveau, et cette fois leurs ébats durèrent des heures. 13. Pendant une semaine, ils passèrent leur lune de miel dans le chalet, jusqu'à ce qu'Astrid connaisse chaque centimètre du corps de Fenrir presque aussi bien que lui connaissait le sien. Il se transformait d'homme en loup puis en homme à nouveau, à sa demande, et il se souvint enfin de lui rendre son collier, avec la nouvelle chaîne en or. Mais une fois la semaine écoulée, sa détermination se renforça, et ils repartirent vers le col, plus résolus que jamais à trouver les autres guerriers qu'elle avait maudits, afin de pouvoir leur demander ce qui était arrivé à son village. Cette fois, ils emportaient une tente qu'ils avaient fabriquée avec des matériaux trouvés dans le chalet, des couvertures assez épaisses pour bloquer à la fois la lumière du soleil et le froid, et des cordes suffisamment solides pour maintenir la tente ancrée, même lorsque leurs ébats menaçaient de la détacher entièrement de ses amarres et de la faire s'effondrer sur leur tête. Pas que cela puisse les arrêter, une fois qu'ils avaient commencé. Une nuit, alors qu'ils approchaient du col, une lumière vive apparut dans le ciel, très semblable à celle que possédait le monstre qui avait failli tuer Astrid. Bientôt, un rugissement tout aussi assourdissant que celui du premier monstre les atteignit. Fenrir saisit Astrid, et s'élança hors du chemin de la créature, s'abritant dans une crevasse entre plusieurs rochers. La créature, ou quoi que ce fût, traversa le ciel, passant au-dessus d'eux comme si elle ne les avait pas vus. « Est-ce un dragon ?» demanda Astrid, plissant les yeux pour mieux voir la bête. Fenrir haussa les épaules. « Je n'ai jamais vu de dragon, alors je ne saurais dire. Mais quoi que ce fût, ça avait une sorte de roue tournoyante au-dessus de son corps, et c'est ce qui faisait tout ce bruit. La bête sur la route n'avait pas une telle chose, n'est-ce pas ? Il secoua la tête. Non. Mais son corps était plus grand que le monstre volant, bien que les deux aient eu des lumières aveuglantes. Peut-être que ces monstres sont la raison pour laquelle le village a disparu. Si même toi tu ne pouvais pas les combattre. Dans un combat loyal je pourrais peut-être, dit Fenrir en lançant un regard furieux à la créature volante. S'il avait été un homme normal, Astrid aurait peut-être ri d'une telle bravade, mais il avait survécu à son combat contre la première bête, alors qu'elle n'y était pas parvenue. Peut-être que Fenrir serait à la hauteur. Surtout avec 3 autres guerriers enchantés, pour combattre à ses côtés. Astrid ne reconnut presque pas l'entrée du col, car il n'y avait plus du tout de neige ni de glace sur le sol. En fait, il y avait même de l'herbe qui poussait là où il n'y avait eu que des terres gelées, aussi loin que son peuple s'en souvenait. Il devrait être ici, dit-elle en fixant les 3 trous dans le sol, trop réguliers pour être autre chose que des tombes. Où sont-ils ? C'est toi l'experte en guerrier enchanté, pas moi. Je me trouve juste être l'un d'entre eux, dit Fenrir. Il avait raison, bien sûr. Déterrer des corps, n'était pas la façon dont ces guerriers étaient appelés au combat. Non, elle devait réellement les appeler. C'était pour cela qu'elle se souvenait de leur nom. Thor, Loki, Odin. Venez à mon aide, car j'ai besoin de vous. Thor, Loki, Odin, réveillez-vous et préparez-vous au combat car j'ai besoin de votre aide. Thor, Loki, Odin, levez-vous car je vous invoque. 3 fois elle appela, sa voix montant dans un cri perçant à la 3e tentative, mais alors que ses tons résonnants s'estompaient, il n'était toujours que 2 sur la plaine à l'entrée du col. Et vous ? Que faites-vous ici ? C'est un site archéologique protégé. Sortez de là tout de suite avant d'endommager quelque chose, ou pire, de contaminer le site. La voix en colère appartenait à un homme grand et rond, avec 2 morceaux de verre fixés dans un cadre devant ses yeux. Astrid n'avait jamais rien vu de tel. « Tu comprends ce qu'il dit ?» demanda Fenrir. Astrid secoua la tête. L'homme étrange agita les bras, comme s'il essayait de chasser des poules du potager. « Je crois qu'il veut qu'on parte, dit Fenrir. Et aller où ? C'est ici que les corps ont été enterrés.
C'est ici que nous trouverons des réponses. Nulle part ailleurs. Je ne partirai pas avant de savoir ce qui est arrivé à mon village. Astrid planta ses pieds, et croisa les bras sur sa poitrine. Où sont les hommes que vous avez trouvés ici? Exigea-t-elle. Nous n'avons trouvé qu'un seul homme, et nous avons envoyé son corps au laboratoire de recherche de l'université, en ville, dit l'homme. Vous devez partir. C'est un site protégé. Peut-être l'une des plus grandes découvertes de la décennie. Réservé aux archéologues. Il tapota sa poitrine, puis fit à nouveau des gestes pour les chasser. Nous ne partirons pas avant que j'ai obtenu des réponses. Ces archéologues, ou quoi qu'ils soient, n'ont aucune idée de ce à quoi ils ont affaire, dit Astrid. Elle se tourna vers Fenrir. N'est-ce pas? Il lui serra la main. C'est vrai. Nous restons ensemble quoi qu'il arrive. Cela a été Fenrir. Une romance de gargouille protectrice. Un récit de la série Cœur de glace. Écrit par Demelza Carlton.